Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite du programme, à savoir la littérature du XVIe siècle. En effet, la dernière fois, nous avions terminé la partie du Moyen Âge, et l'heure est venue pour nous de tourner une nouvelle page, celle de la Renaissance, qui nous accompagnera jusqu'à la fin du semestre, avec des œuvres extraordinaires à l'image de Gargantua, de Rabelais, ou de quelques poèmes de Ronsard ou de Du Bellay qui sont représentatifs du travail de la Pléiade. Cependant, pour comprendre pleinement cette histoire littéraire, il convient de resituer cette époque dans un contexte historique et culturel. C'est à cela que nous allons commencer ce chapitre, à travers une brève introduction qui nous permettra justement de poser les bases nécessaires à la compréhension de ces grandes œuvres. Or, la première question qui se pose est la suivante. La Renaissance marque-t-elle la fin d'un âge sombre? Rappelez-vous, lorsque nous avons abordé la question de la littérature du Moyen Âge, nous avons souvent évoqué le fait que le Moyen Âge était considéré, présenté comme une période obscure, une période de recul des connaissances, d'obscurantisme, de manière générale, lié davantage à la croyance qu'à la raison. Or, nous l'avons démontré, cette image est très souvent fausse puisque le Moyen Âge est une période complexe qui a vu aussi beaucoup d'évolutions, beaucoup de belles choses se créer, notamment d'un point de vue culturel et intellectuel. Pourtant, lorsque l'on parle de Renaissance, le terme semblerait sous-entendre que l'on quitte les brumes d'un temps moyenâgeux pour renaître à la lumière de l'intelligence et des arts. Or, rappelez-vous ce que nous avions vu lorsque nous avions abordé cette idée de conclusion, le XVe siècle pose déjà les bases d'un renouveau. Ce renouveau a donc été déjà préparé à l'avance par le Moyen Âge. Il n'y a pas de réelle rupture, mais simplement une continuité qui s'appuie sur ce qui a été fait précédemment. Et plusieurs événements viennent le prouver. En effet, la Renaissance n'est pas cette période lumineuse qu'on pourrait envisager puisque c'est un siècle de contraste. Si on peut admirer la splendeur des châteaux de la Loire, caractéristique justement par leur rénovation et leur institution de la splendeur renaissante, il ne faut pas non plus oublier que c'est un siècle qui a été particulièrement troublé, perturbé notamment par ces terribles guerres de religion qui vont être le cadre d'horreurs barbares sans équivalent. Ainsi, la Renaissance apparaît très clairement comme l'héritage de cette période moyenâgeuse. Si des changements réels ont été opérés au niveau des structures politiques et culturelles, c'est d'autant plus que le Moyen-Âge les avait préparés. Donc la Renaissance apparaît à la fois comme l'héritière de cette période et comme l'annonce d'une littérature moderne qui va nous intéresser justement dans les cours à venir. Pour comprendre cette évolution, il faut s'intéresser aux changements structurels qui concernent aussi bien le domaine politique que le domaine social. En effet, cette période est celle qui verra les États modernes naître progressivement. Et cette naissance se fait notamment au travers de l'édit de Villers-Cotterêts, daté de 1539. C'est l'un des changements les plus importants du début du XVIe siècle, puisque la constitution partout en Europe des grands États politiques, qui remplacent les domaines traditionnels des grands seigneurs féodaux de plus en plus soumis au pouvoir royal, va donner naissance à des pays tels que l'Angleterre, l'Espagne et la France, qui vont s'organiser justement autour d'un pouvoir politique central. En France notamment, l'administration est réorganisée, centralisée, unifiée autour de codes qui viennent supplanter les lois locales, qui étaient jusqu'alors rédigées en latin. Et c'est justement l'édit de Villers-Cotterêts qui permet ça, puisqu'il va introduire comme réforme l'idée selon laquelle le français devient la langue officielle du pays. Ainsi, tous les textes qui existaient aux quatre coins de la France vont être traduits, unifiés en un seul code qui va s'imposer. Et tout cela va permettre une véritable unification. Unification d'autant plus importante que le sentiment d'appartenance à une nation devient de plus en plus vif, de plus en plus fort au sein de la population. Les Français sont désormais réunis dans des guerres qui les opposent à d'autres nations, à d'autres États, et non plus dans des guerres qui les confrontent à eux-mêmes. Ils sont désormais opposés dans des guerres nationales et non plus dans des guerres internes. D'autant plus qu'ils sont liés par une langue qui s'étend d'un bout à l'autre de la France, grâce à l'édit de Villers-Cotterêts, et qui les unifie et qui les unit autour d'un roi qui s'appuie justement sur les ruines du système féodal pour bâtir un pouvoir personnel puissant. Ainsi, peu à peu, les Français prennent conscience qu'ils sont un peuple à part entière, un peu comme les peuples voisins prennent également conscience de leur identité.
Avec cela coïncide le déclin du pouvoir religieux, déjà passablement affaibli durant la fin du Moyen-Âge, tout simplement parce que les querelles religieuses du XVIe siècle vont mettre à mal cette unité de l'Église avec l'émergence de ce grand conflit entre protestants et catholiques. Ainsi, l'Église est de plus en plus contestée, elle l'est de plus en plus également à travers ces grands souverains, ces grands rois, ces grands gouvernements catholiques qui discutent leur autorité avec de plus en plus de vigueur et qui refusent que Rome intervienne dans leurs affaires intérieures. Les protestants iront même jusqu'à nier la puissance de Rome, ce qui témoigne justement de ce déclin religieux assez important. Enfin, du point de vue de la société, les conditions de vie s'améliorent considérablement. En effet, des changements s'opèrent dans la population. Même si 80% d'entre elles restent rurales, elles vivent mieux qu'au Moyen-Âge. Et durant la première moitié du XVIe siècle, les campagnes retrouvent la paix. Elles ont donc de meilleures récoltes sur des terres qu'on dévaste beaucoup plus rarement. Les épidémies qui ravagent les populations se font moins présentes et la population est globalement mieux nourrie. D'autant plus que les échanges commerciaux, bien organisés à travers le royaume, permettent une relative prospérité. Dès lors, la population urbaine va s'accroître. Paris comptera 300 000 habitants, Lyon et Rouen 100 000, d'autres grandes cités vont attirer elles aussi des activités commerciales et industrielles, par exemple Marseille, Bordeaux, Montpellier, Toulouse, Dijon ou Nantes. Ainsi, c'est le pouvoir économique qui désormais remplace le pouvoir féodal. Si la cour conserve encore tout son poids sur les transformations de la société, c'est désormais les hommes d'affaires, les banquiers, les commerçants, les riches artisans qui, à la place des seigneurs d'autrefois, viennent influencer la mentalité, les mœurs et les arts de la Renaissance. Et ce changement va avoir un impact sur les changements culturels. En effet, le développement des villes entraîne un changement dans le niveau d'instruction de la population. Au Moyen-Âge, l'enseignement était principalement dispensé par l'Église. Il était donc principalement religieux, fondé sur la théologie, sur la lecture des textes sacrés, sur les commentaires par lesquels les théologiens renforçaient la tradition ecclésiastique. Avec le XVIe siècle, d'autres besoins émergent. Le besoin pour la population de savoir écrire, de savoir lire, de savoir compter, bien sûr, mais aussi de s'informer sur ce qui se fait ailleurs. À partir de là, ils vont chercher à s'ouvrir à un monde commercial de plus en plus vaste et à inventer de nouvelles techniques, au niveau du commerce, mais au niveau de la fabrication également. Et ce désir suppose une grande connaissance de ce qui existe déjà, ainsi que de grandes facultés, à côté de ce qui existe, d'adaptation. Ainsi, les villes vont créer des collèges, l'équivalent de notre système d'enseignement secondaire actuel, qui sont plus accessibles que les universités, grâce notamment à un système de bourses, d'internat, et des professeurs souvent plus ouverts, qui disposent d'une culture aussi bien axée sur le latin que sur le grec, l'hébreu ou l'arabe, vont y enseigner et y diffuser leurs connaissances, donnant le terreau nécessaire à l'émergence de l'humanisme, sur lequel nous reviendrons prochainement. Ajoutez à cela la langue française qui est de plus en plus unifiée et change le contexte culturel du royaume. Encore une fois, l'édit de Villers-Cotterêts, qui impose le français dans tous les actes juridiques et administratifs à la place du latin, répond à une volonté principalement politique plus qu'à un souci culturel à l'origine, puisqu'il permet d'unifier en un seul code la mosaïque des lois françaises. Et ça va donner la priorité au pouvoir politique central sur les pouvoirs locaux. Et en même temps, ça va marquer une rupture assez importante avec la société préexistante, avec la culture préexistante, puisque cet attachement à une nouvelle langue va marquer une scission avec le monde religieux, avec le domaine religieux, puisque la langue désormais, c'est le français qui s'impose, c'est elle qui s'impose aussi bien dans la justice et dans les lois que dans l'enseignement, mais surtout dans la littérature. Et le latin disparaît progressivement. Donc, c'est à partir du français que va découler l'esprit nouveau, libéré des traditions du Moyen-Âge. Enfin, la diffusion du livre bouleverse elle aussi le contexte culturel à la fin du Moyen-Âge. Elle est due à plusieurs facteurs. En 1448, Gutenberg invente l'imprimerie, et cette nouvelle technique va s'implanter très rapidement en France, en 1470 déjà à Paris, et puis ensuite à Lyon, qui va devenir un foyer extrêmement important de production et de publication. On met ensuite très rapidement au point les caractères d'imprimerie actuels, qui vont remplacer l'écriture gothique, très difficile à déchiffrer, et on va parallèlement inventer un nouveau format, un format de poche, qui existe encore aujourd'hui et qui permet justement le transport et la diffusion des ouvrages à grande échelle. À partir de là, le livre va très rapidement s'étendre, se répandre dans les écoles, mais aussi dans les foires commerciales, et sa production va être de plus en plus réglementée, protégée. Les ouvriers du livre vont s'organiser en coopérative, en coopération
et même en corporation extrêmement puissante, et le statut de l'œuvre littéraire et de l'écrivain va considérablement changer. En effet, dans ce contexte, le statut de l'œuvre littéraire évolue. Et ça passe par différents éléments. Mais globalement, l'invention de l'imprimerie, qui va entraîner une importante diffusion du livre, va amener l'œuvre à être davantage considérée qu'elle l'était au Moyen-Âge. Même si depuis le XVe siècle, on a de moins en moins de textes purement anonymes, c'est véritablement au XVIe siècle que l'on commence à reconnaître la propriété de l'auteur sur son œuvre, la paternité des œuvres. Les humanistes accomplissent un énorme travail de ce point de vue-là, en faisant des traductions, en éditant des textes antiques, mais aussi des œuvres contemporaines. Et peu à peu naît l'idée que toute œuvre est précieuse et doit être protégée. Guillaume Budet, dont vous avez ici l'image, secrétaire bibliothécaire de François Ier, va beaucoup œuvrer dans ce domaine, puisque si aujourd'hui on se souvient de lui principalement pour son rôle dans la création du Collège de France et pour ses propres travaux sur la littérature grecque, c'est aussi lui qui va participer justement à la fondation de ce qui deviendra ensuite la Bibliothèque nationale de Paris et qui va participer à l'institution du dépôt obligatoire de tout imprimer à l'échelle française. Ainsi, on peut bien évidemment encore lire ses ouvrages, mais c'est surtout grâce à son travail et à celui des humanistes qu'on a aujourd'hui une parfaite conscience de la valeur des œuvres littéraires. Parallèlement, vous vous en doutez, le statut de l'écrivain change. Si l'œuvre littéraire est désormais reconnue, l'écrivain l'est également. Au début de la Renaissance, la place nouvelle justement de l'auteur révèle ces changements culturels extrêmement importants. Lorsque la cour de France remplace les anciennes petites cours féodales, les souverains vont s'unir et réunir auprès d'eux des artistes, à la fois par goût personnel bien évidemment, mais aussi par souci de donner à la cour plus d'éclat. L'artiste est à la fois celui qui embellit par son art le cadre de vie et celui qui peut assurer la gloire d'un prince en le célébrant. Et pour attirer à eux les lettrés, très souvent, ils vont leur proposer différentes alternatives, différents dons. La première, la plus simple, c'est celle des pensions. C'est pas quelque chose de nouveau, mais donner de l'argent pour héberger quelqu'un et à s'assurer ses services a quand même l'avantage de stabiliser un petit peu le statut de l'écrivain à cette époque-là. Autre option, c'est l'acquisition de charges considérées comme honorifiques à l'époque, par exemple celle de valet de chambre, celle de secrétaire, dans la maison royale ou seigneuriale, ce que feront notamment Marot ou du Bellay. Dernière possibilité, c'est les bénéfices ecclésiastiques qui assurent des revenus fixes, comme en jouiront Rabelais et Ronsard, par exemple. L'écrivain n'est donc pas encore totalement indépendant, puisque très souvent il reste attaché à un mécène dont il dépend, et une partie importante de son œuvre est faite de pièces de commande, mais désormais il est considéré différemment. Il a sa place à la cour, selon une hiérarchie nouvelle qui reconnaît son rang d'artiste, et qui lui accorde un statut un petit peu particulier, un peu exceptionnel, et qui l'érige en homme de lettres, adulé, considéré dans un public désormais d'amateurs de culture littéraire. Cette évolution va avoir un impact sur les grandes tendances de la littérature. En effet, on trouvera différents genres, différentes tendances littéraires, à commencer par la littérature humaniste. Née au XIVe siècle, déjà en Italie, la pensée humaniste se caractérise principalement par une nouvelle approche du savoir et une nouvelle conception de l'homme. Et cette conception va se diffuser partout en Europe, notamment durant le XVIe siècle en France. Ça va passer par la traduction des œuvres antiques, des essais, des réflexions, par exemple d'Erasme, mais aussi de Rabelais, ou de Dante Alighieri, pour l'Italie. Et le public fin lettré de France, grand admirateur de l'Antiquité, grand admirateur de la littérature italienne, va de plus en plus s'imprégner de ces œuvres et les considérer comme des œuvres dignes d'estime, dignes d'intérêt qu'il est nécessaire de cultiver. C'est ainsi qu'on verra apparaître les inventions de Marot et des poètes lyonnais, poussées à leur perfection par les poètes de la Pléiade. De la même manière, on verra les auteurs de théâtre jeter les premières lignes d'un art dramatique nouveau. Donc pour ce public humaniste, on développera une littérature de réflexion, par exemple traités juridiques, philosophiques, religieux, scientifiques, et à travers elle, les auteurs réfléchissent sur les enseignements de la littérature antique et donnent un nouveau cadre à la pensée de leur temps. À côté de cela existe également une littérature de cour. En effet, puisque les écrivains sont souvent à la solde des souverains, voient leur sort lié à celui de la cour, une part importante de la production littéraire va être une production de commande.
destiné à un public de courtisans, pour célébrer tel ou tel événement, par exemple, ou un poème pour faire passer une demande en faveur d'un ou d'un autre personnage, pour adresser des remerciements, un texte destiné à divertir ou à plaire. Et même dans ce contexte, François Ier et même sa sœur, principalement Marguerite de Navarre, vont écrire eux-mêmes certaines œuvres. Ronsard va lui composer des poèmes directement adressés à la reine-mère ou au dauphin. Du Bellay va séjourner à Rome et décrire à ses amis qui sont restés à la cour de France la vie de la cour papale. Donc des œuvres vont circuler entre les auteurs, entre les courtisans et le public de la cour, reflétant ainsi la vie, les aspirations, mais aussi les difficultés de la cour dont l'écrivain fait partie. À cela s'ajoute également une littérature engagée. Et ce n'est pas sans raison, parce qu'au XVIe siècle, la population est témoin de grands bouleversements, notamment liés à la rupture entre catholiques et protestants. La littérature va donc refléter tout au long des siècles la prise de position, les difficultés rencontrées par chaque camp. En 1517 déjà, les thèses de Luther vont ébranler l'Europe. Et à partir de là, les œuvres de Rabelais, celles de Ronsard, celles d'Aubigné ou de Montaigne, qui sont écrites pendant ou après cette période, vont également témoigner de la réaction de leurs auteurs. Une littérature même typiquement protestante va émerger à cette époque-là et va être diffusée à travers toute l'Europe. Souvent servant de propagande d'ailleurs. Ainsi, s'il existe au XVIe siècle une littérature faite pour plaire et divertir, c'est une évidence, il en existe aussi une autre, faite pour dire la souffrance d'une époque déchirée, bouleversée. Enfin, la question qui se pose est, vous avez ici l'image de Luther, la question qui se pose est de savoir s'il existe une littérature populaire. Et la réponse est assez évidente, pas plus qu'au Moyen-Âge finalement. En effet, on a vu qu'au Moyen-Âge, la littérature reste plutôt l'apanage d'une élite. Et au XVIe siècle, ça ne varie que peu, puisque même si l'éducation, l'enseignement est plus répandu, seule l'élite sait véritablement lire et apprécier les œuvres composées par les auteurs. Donc ça ne signifie pas que le peuple soit plus cultivé qu'autrefois. Et au Moyen-Âge, exception faite du théâtre populaire qui se destinait, justement comme son nom l'indique, à la rue et au bas peuple, à la Renaissance, vous allez le constater, le théâtre aura de la peine à trouver sa place, tout simplement parce qu'on n'a pas de public pour un théâtre humaniste. Le théâtre humaniste, est trop imprégné de culture, de références historiques et culturelles pour pouvoir parler à ceux qui n'en ont pas. Ainsi, le théâtre populaire va avoir beaucoup de peine à s'imposer, va même s'essouffler, disparaître dans certains cas. Et pour le reste, même si les œuvres de Rabelais peuvent être amusantes, même si celles des conteurs sont particulièrement savoureuses, elles n'en demeurent pas moins pleines de références savantes, de clins d'œil adressés aux lecteurs cultivés. On utilisera par exemple le jargon d'un homme de loi pour faire rire, celui d'un beau parleur de latin. Et il faut nécessairement que le lecteur soit capable lui-même de goûter à la parodie du monde qui est le sien pour comprendre tout ça et savoir apprécier une œuvre à sa juste valeur. Ce que malheureusement le peuple ne pourra pas faire. Ainsi, les rires que suscite Gargantua ne sont pas accessibles pour la plupart du commun des mortels. Voilà, nous nous arrêtons aujourd'hui ici. Nous reprendrons la prochaine fois sur les causes de l'évolution. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et comme toujours, je reste à disposition si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, liées à ce thème. Bonne journée à tous.